Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour le mois de mars. Vous savez que notre émission est mensuelle. Et quand vous la revoyez sur Zouk TV, c'est parce elle repasse. Voilà. Donc, j'ai vu que vous avez beaucoup réagi à l'émission précédente et que j'avais intitulée Relations raciales. En fait, il s'agissait d'expliquer les composantes ethniques, groupales qui cohabitent à la Martinique, pour expliquer pourquoi il y avait des groupes fondateurs dont on ne parlait pas, dont l'un d'entre eux dont on ne parlait pas, et que c'est ce qui avait motivé donc la présentation que je vous ai faite. Et puis j'avais invité donc deux personnes qui sont des spécialistes de leur domaine, qui vous ont parlé donc des traits culturels ou aussi sur le plan juridique de la façon dont nos personnalités sont formées ou déformées ou déshumanisées. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu à travailler sur le sujet parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, comme je vous l'ai dit, et puis des choses aussi qui nous ont un peu surprises. Donc il faut qu'on comprenne quand nos téléspectateurs ou certains d'entre eux regardent ce que nous disons, peut-être qu'il manque une case dans la façon que nous avons de présenter les choses, mais c'est pas une guerre qu'on fait aux gens. On ne vient pas ici pour dire que voilà, on va décerner des titres de martinicanité à ceci et pas à cela. C'est pas dans ça qu'on est. Ce dans quoi on est, et je le répète pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est qu'il y a une composante dominante dans cette population qui n'a jamais été reconnue comme telle. Aucune étude sur elle, aucune recherche, aucun dispositif qui fasse qu'on prête attention à cette composante qui est dominante et dont je vous ai dit qu'elle est un groupe fondateur de cette société. Donc, ce qu'on fait là, c'est en fait de combler ce vide. Mais on ne vient pas dire aux gens, d'aller chercher des aïeux ou des voisins ou je ne sais qui, dans quel pays, dans quelle culture, dans quelle race, pour venir dire que la Martinique n'est pas aux Africains. Parce que dans certaines réactions, on comprend bien que c'est ça qui gêne, puisqu'on a pris l'habitude d'étouffer, de tuer dans l'œuf justement tous les apports et toute la réalité de cette composante qui crève les yeux dans la Caraïbe. Mais ici à la Martinique, il y a un problème à dire qu'on a une composante très dominante qui est d'origine africaine. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question de venir dire qu'on vous enlève ou qu'on vous supprime, mais on va continuer à en parler et chacun va vous dire un petit peu. Voilà, je voulais vous dire ça en introduction. Donc on n'est pas dans des guerres. Il ne faut pas laisser détourner l'objectif que nous poursuivons ici, qui est d'informer notre population sur sa réalité sociologique, anthropologique et démographique. C'est de cela dont nous vous parlons. Donc, n'allez pas, ceux qui comprennent mal ce que nous faisons, n'allez pas établir ou faire encore mettre dans l'esprit des gens des confusions encore plus grandes et plus graves que celles qui existent déjà. Nous essayons de clarifier la situation, donc c'est cela qui est important. Donc aujourd'hui, je reçois pour vous Dr Valentin Milka. Bonsoir. Oui, bonjour Juliette. Bonjour aux auditeurs de Zouk TV. Voilà. Merci de me recevoir ici, Zouk TV. Et pour puis parler de cette identité, effectivement. Voilà, on va continuer à parler du conte, ses caractéristiques culturelles, puisque vous avez été attaqué par quelqu'un parce que vous avez utilisé le terme jelly pour parler du conteur qui est un peu le griot. Et bon, voilà. Donc ça aussi, il faut qu'on arrive à en parler. Alors, je reçois. Il n'était pas là la dernière fois, mais Didier Michalon. Bonsoir Didier. Bonsoir Juliette, bonjour tout le monde et bonsoir à toute la Martinique, toute la diaspora et tous les auditeurs de Zouk TV de par le monde. Voilà, et puis donc Didier, vous allez nous parler un peu de ce que vous faites, de votre créativité, de votre réflexion aussi sur ce qui est le fond culturel de notre pays, de notre société, si on veut, et qui est, en tout cas de ce pays-là, dont on ne parle pas beaucoup, ou bien
dont on exploite les richesses, et etc., sans vouloir en parler. Donc Didier va nous parler de ça, parce que c'est une petite main très, très active, qui crée sans arrêt et qui met en avant les produits locaux, voilà, notre créativité, cette partie de son peuple qui est un petit peu mise dans l'ombre. Et puis nous attendons Maître Monotuka, que vous avez vu la dernière fois, mais c'est très souvent compliqué parce que c'est un avocat et il est souvent dans les salles d'audience. Voilà pourquoi il n'est pas encore là, mais nous l'aurons. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de débattre de beaucoup de choses, et si on n'en a pas le temps, on en fera une troisième série, une troisième émission, parce qu'il est important de clarifier ces problématiques-là. Donc, on est aujourd'hui, donc je ne vous cache rien, nous enregistrons l'émission. Donc, vous la verrez 2 jours plus tard, mais aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et j'avais envie qu'on mette un peu l'accent sur la nécessité que les femmes combattent aussi la colonialité en tout cas, le système, dans ce système patriarcaliste, la colonialité qui marque aussi les femmes des pays dominés, plus violemment, plus directement, de manière plus impactante que, par exemple, les catégories de femmes dans lesquelles nous sommes, on va dire, imbriqués, enfin je ne sais pas si c'est le mot, mais qui sont dans des sociétés développées, qui vivent des conditions bien plus favorables. Alors je ne sais pas si c'est pas un peu noyer le poisson de faire travailler des femmes de tous les continents, quand dans les luttes au quotidien, toutes les femmes de tous les continents ne s'associent pas. Les Absolument. femmes souvent des pays sous-développés ou défavorisés, dominés, doivent se débrouiller seules. Alors, je pense qu'il est intéressant de mettre l'accent sur la colonialité, la patriarcalité, la colonialité du pouvoir qui touche les femmes dominées autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, effectivement, on parle souvent beaucoup de la femme comme si effectivement le problème des femmes était un problème général sur tous les continents. Voilà, mais c'est vrai que dans nos continents dans ce continent américain qui est un continent colonisé, on a quand même des problématiques qui sont beaucoup plus on peut dire exacerbées, puisque nous sommes des sociétés donc qui sont nées dans la prédation et qui sont nées de la prédation non seulement des hommes, mais aussi des femmes, beaucoup plus des femmes, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont les femmes qui transmettent, et donc qui transmettent non seulement par le cas de la procréation, mais aussi culturellement, et ce qui veut donc dire que même quand la femme est dans une situation de prédation, elle transmet elle-même la prédation, puisqu'on le voit souvent, il s'agit de survie, et on le voit souvent, enfin, quand dans c'est un petit proverbe, ou encore, je ne sais même pas si on peut appeler ça un proverbe, qu'on disait autrefois, la dit comme moi, Marie Poulet tout. Et ce sont des choses que les femmes disaient aussi. Et disent encore. Oui. Ce qui veut donc dire que nous avons intégré cette colonialité, c'est-à-dire ce goût, comme disait Maître Monotuka, ces goûts et ces mœurs du colon. Parce qu'il ne faut pas oublier que justement, nous sommes dans une société qui est impactée à 100%, dirons-nous, de cette mentalité coloniale, de cette façon de gérer le monde, de cette vision du monde, qui est une vision coloniale, prédatrice. Et bien entendu, avec le patriarcat, qui est justement le modus vivendi de cette société, des sociétés occidentales. Et qui ont impacté aussi nous, en tant qu'Africains, qui avons une autre vision du monde, qui est une vision d'ailleurs qui était plus marquée par le matriarcat, et qui mettait justement, donné à la femme une place tout à fait spécial dans la vie des sociétés africaines. Ce qui veut donc dire que ce que nous subissons en Martinique, et nous le voyons à tous les niveaux, dans toutes les couches sociales, comment on est impacté par cette colonialité, on voit bien que nous sommes en dehors de notre contexte
si on peut dire, de notre contexte, de notre vision du monde, de notre vision et de notre appréhension de la femme qui a complètement changé par rapport à la présence coloniale et la société coloniale dans laquelle nous vivons. Et ce qui est intéressant, c'est il est important peut-être d'attirer l'attention sur le fait que le fait d'universaliser la lutte des femmes, on sait qu'on est dans une société où l'élite intellectuelle a toujours accordé beaucoup d'importance à cette idée qu'on est dans l'universel et qu'on est tous pareils, etc. Et c'est une création, une invention de la France d'ailleurs, puisque un sociologue comme Pierre Bourdieu a beaucoup dénoncé cette façon d'amalgamer des problématiques, des couches sociales différentes, des races différentes, etc. Et je mets race entre guillemets si ça vous soulage. Mais vous voyez, c'est très important de comprendre que voilà, le 8 mars peut être la journée internationale des luttes des femmes, d'accord, mais il y a des femmes qui sont dans des catégories sociologiques très privilégiées et qui d'ailleurs se mêlent très peu de ça. Et il ne faut pas oublier qu'elles contribuent à l'oppression des femmes plus faibles. Nous avons à la Martinique aussi une catégorie de sociale qui est favorisée, qui est celle qui a les 40%, qui peut se payer des femmes de ménage ou etc. Et on est dans cette catégorie, dans cette configuration où les femmes ne sont pas moins exploiteuses que les hommes, puisqu'on est dans un système qui est basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, mais aussi de la femme par la femme, ou donc de l'homme par la femme par l'homme, tout ce que vous voulez. Mais ça, ce sont des configurations que nous demandons à nos grands féministes de faire intervenir dans leur problématique pour que nous soyons dans une lecture mais vraiment rigoureuse de ce qui se fait sur le plan social et sociétal. C'est pour cela que je critiquais tout à l'heure ceux qui ne comprennent pas le sens, l'objectif que nous poursuivons en venant parler d'Afrique ici. Nous ne sommes pas, comme je vous l'ai dit, dans une volonté d'exploser les autres, de les exclure. Nous sommes dans une volonté de rigueur et de reprise en main véritablement d'une lecture qui reflète la réalité de notre enfant. Moi, j'appelle ça comment on va dire. Je disais pas société parce que je vous ai dit que voilà, on n'est pas vraiment dans une société qu'on aurait fondée, mais formation sociale. Voilà ce qui, à mon avis, nous traduit ce que nous sommes un petit peu. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus, Didier? Oui, absolument. Alors moi, je vais vous dire par ironie, mais il n'y a pas plus féministe que moi. Alors je vais expliquer. Je répète souvent à mes proches, à mes chéris, je dis, vous savez, si le monde était mené par des femmes, alors qu'il est, on ne serait pas dans cet état. C'est clair. Oui. Et là, je parle en tant qu'analyste, mais amateur à mon humble place, structurelle, conjoncturelle, c'est une chose, mais structurelle de la société. La vérité, c'est qu'on a été dans une mésestime, entre guillemets, plongeante de nous-mêmes et surtout des femmes. Et à partir du moment où on ne met pas les femmes, je veux dire, à leur juste place, absolument. Tout est compliqué dans la vie dans laquelle on mène. Parce que la réalité, c'est que même moi, en tant que technicien passionné du genre, passionné de notre africanité, de notre indianité, de ce que nous sommes, tout ce que je fais en tant que militant, aussi discrète soit l'action, est sanctionnée par un regard de femme, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 13 ans ou qu'elle ait 3 ans. C'est comme ça, parce que elles ont un regard, même à 3 ans, vous avez un regard, je le dis, hein, je parle de femmes en général, et bien sûr, même une petite fille, une poupette, aussi délicieuse soit-elle, à 3 ans, elle a l'analyse qu'il faut. Et je pense qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit. Oui. Et je suis partisan, comme tous nos combats, entre guillemets, de faire converger tous ceux pour lesquels on est. Et s'arc-bouter contre une vision, c'est pas mon leitmotiv. On a une énergie énorme qui nous est livrée peut-être de Kama, parce que quand je parle de Kama, je parle de l'Afrique. C'est comme ça que je l'appelle. Et je vois Kama comme une merveilleuse femme, voilà, avec de merveilleux trésors dont nous sommes issus.
Et il est temps de réimprégner tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons avec ce regard, parce que la femme est, j'aime pas le terme potomitan, mais si on la met au centre de nos attentions, on l'a remis en cause. Au centre de notre attention, on va revoir, notre intelligence culturelle et imprégner toutes nos activités jusqu'à être économique pour se rendre compte que la vision qu'on nous impose, sur laquelle on converge toutes nos luttes, il est temps de focaliser et de bouger le curseur de nos énergies sur tout ce que l'on désire, mais je vais être plus explicite par la suite. De toute façon, on ne fait pas l'émission, chers amis, sur cette journée du 8 mars, mais comme notre souci est aussi d'introduire un peu de rigueur dans nos analyses, nous attirons l'attention sur le fait que la femme vit dans un modèle et elle le reproduit. Ce que disait tout à l'heure Dr Valentin, c'est ça. C'est-à-dire que quand nous disons coq moins des rois, Marie-Paulette moins, on est totalement dans un modèle machiste, sexiste, j'allais presque dire raciste, dans la mesure où quand même c'est un type de réflexion qui détermine des comportements, parce qu'il ne s'agit pas de dire ça, il y a des comportements, ou bien pas maintenant vienne ban moins, c'est nos mamans qui racontent ça, c'est raciste. Il y a énormément la parole des femmes. Voilà. D'ailleurs, il y a une Guadeloupéenne qui a écrit Parole des femmes, parole à femme. Et c'est très intéressant de voir la violence de la parole des femmes. Donc là, on n'est pas en train de vous dire là encore, pour qu'il n'y ait pas de misinterprétation, de fausse interprétation. On est en train de vous dire que nous sommes dans une société qui est un système qui est marqué par, qui a une orientation idéologique, politique, et qui est marqué par véritablement le profit. C'est ça son intérêt. Et elle a domestiqué les groupes, les mentalités, les cerveaux des dominés, de manière à ce qu'ils lui emboîtent le pas. Donc il faut bien que vous compreniez que nous ne sommes pas innocents, mais nous ne sommes pas, j'allais dire, responsables des crimes comme le sont les criminels. Mais d'une certaine façon, comme ils nous prennent comme complices dans leur façon de penser, de faire et d'être, bien nous devenons leurs complices, donc nous sommes un peu aussi les criminels. Et c'est juste attirer l'attention sur ce fait qui nous importe ici, de dire que les femmes sont bien sûr plus souvent victimes que les hommes. Elles le sont dans le domaine des violences physiques, peut-être pas dans celui des violences psychologiques, parce que justement les faibles développent des recours dans d'autres domaines, des compétences dans d'autres domaines. Donc elles ne tapent peut-être pas autant, mais sur le plan des violences physiques, des paroles, des comportements, elles peuvent être d'une violence inouïe. Donc moi, je suis une femme, ou bien comme pour d'autres, je ne suis pas là pour cacher idéologiquement les défauts des gens, ni pour dire oui, la société martiniquaise est indienne parce que j'ai une maman qui est d'origine. Non, je regarde la réalité et je la traite. C'est ça le rôle d'un scientifique. Et nous, dans ce groupe, ce que nous avons envie de faire, c'est de partager avec vous cet esprit de rigueur. Mais il ne faut pas que ceux qui interprètent de travers nos propos viennent, comme je le disais tout à l'heure, vous induire en erreur, introduire encore plus de confusion dans vos esprits. Donc, restez vigilants, analysez ce que nous vous disons. Et je vous répète, nous étions venus parler d'Afrique assez fréquemment parce qu'on ne parle pas d'Afrique dans cette société et plus de 80% de la population est d'origine africaine. Donc il y a un tchak, comme on dit dans notre langue. Il y a un tchak. Et on ne peut pas, sur le plan, être un scientifique, sociologue, et qui travaille beaucoup aussi en anthropologie, en ethnologie, venir accepter cette façon très, très, je trouve, raciste de traiter notre composante principale et notre société, notre réalité sociale. Elle se décline scientifiquement pour peu qu'on soit assez honnête pour le faire. Alors, Maître Dominique Monotuka est arrivé. Nous avons commencé sans lui, mais on a oui, non, on vous a excusé. Donc, on était en train de dire 2 mots sur la journée du 8 mars pour montrer que, voilà, c'était pas, que toutes les classes, les catégories, les races, etc., ne vivent pas la même condition, mais c'est une journée universelle.
Et donc, on a fait un petit point sur l'universalisme pour dire qu'il fallait quand même être vigilant parce que toutes les catégories de femmes, c'est pas parce qu'on est femme qu'on vit les mêmes conditions. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Non, pas spécialement, sauf que, en effet, on a, je dirais quand même, rappeler ce qui, à mon avis, est perçu par tous, à savoir que lorsque on parle de la journée de la femme, on parle de la femme. Et lorsqu'on parle de femme, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension corporelle, la dimension spirituelle, la dimension mentale, et puis il y a la dimension institutionnelle. Et donc il y a cette dimension biologique, tangible, et puis cette dimension institutionnelle. Et donc lorsqu'on parle de violence, cette violence peut être, je dirais, décidée arbitrairement par un autre être humain, une femme ou un homme, vis-à-vis de telle femme. Et cette violence peut ne pas être, par conséquent, légitimée par l'institutionnel, par le droit, par l'ordre. Et donc là, à partir de là, on conçoit que, eh bien, cet ordre, cette institution, puisse réagir et rétablir en fait la relation, sanctionner et réparer en fait la victime et créer les conditions pour que ça ne se reproduise pas. Et puis nous avons aussi l'autre violence, la violence institutionnelle. Et donc là, il s'agit dès lors en fait, puisqu'on parle de violence institutionnelle, d'interroger c'est quoi la femme, qu'est-ce que la femme pour le législateur, qu'est-ce qu'est la femme, voilà, quel statut en fait on a donné à cet être tangible, voilà, dans que les institutions infériorisent. Voilà, donc à partir de là, la chose est plus, je dirais, plus complexe. Ah oui. Et elle est moins traitée par nos féministes. Oui. Parce que justement, c'est un pouvoir qui prétend être légitime, qui institue en fait cette violence. Et à partir de là, on peut concevoir en fait assez aisément que ce législateur, ceux qui tiennent alors l'institution violente, essaie de donner les moyens pour pérenniser cette violence. On n'explore pas pour l'instant les raisons de ce législateur, mais en tous les cas, voilà. Et à partir de là, il faut explorer, je dirais, la traduction concrète de cette violence à travers les administrations de cette institution, conformément à la volonté en fait de ce législateur. Je dirais comment les différentes sous-institutions de cette institution générale en fait qu'est la société, comment en fait cette violence se décline à travers en fait par exemple les décisions judiciaires, à travers la relation au travail, à travers la relation à l'intérieur du couple, à travers la relation entre mère et enfant, parce qu'il s'agit de ça aussi. Il faut savoir que l'institutionnel, et c'est un peu le cas s'agissant du droit qui nous gère à Martinique officiellement, le législateur n'a cessé de donner des droits aux enfants et qui en fait ne cesse de diminuer l'autorité parentale en fait de la mère. Déparentalisation. Voilà, tout à fait. Donc il y a tout en fait tous ces mécanismes là qui sont là et qui en fait insidieux mais qui ne sont pas révélés vraiment. Voilà. Et donc c'est pour ça que bien entendu il faut prendre la dimension éthique de tout cela. Il faut condamner en fait l'injustice, mais il faut se donner le moyen en fait pour l'étudier, en saisir les subtilités, les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui prétendent en fait combattre en fait cette violence et qui en réalité en fait sont ceux qui les activateurs, les activateurs et les préservateurs, d'accord, et pour ne pas dire les prédateurs. Voilà. Donc voilà. Et donc et je terminerai là, on voit bien en fait que c'est le modèle de société qui est interrogé. C'est le modèle de société. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, oui.
J'en ai terminé pour l'instant. Non, mais c'est, je ne sais pas si Mika, vous voulez dire. Non, ça va. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est une vision systémique qu'il faut avoir du problème des femmes, du dit problème des femmes. Et il faut s'interroger aussi sur un mouvement qui a fait beaucoup bouger le monde, le MeToo, ou bien Balance ton port, qui n'a pas eu d'écho à la Martinique, alors que à tous les coins de rue, nous avons des problématiques de ce type-là à traiter. Donc ça, c'est une autre forme de domination dont on ne parle pas, parce que le silence en lui-même, le silence à lui tout seul, trahit le fait qu'il se passe dans cette société, qu'il y a des rapports de pouvoir et de domination qui ne sont pas encore véritablement rationalisés, dont les gens ne parlent pas parce que le monde du travail est très imbriqué, très étroit, et que les uns dépendent des autres pour leur survie. Et tant qu'on n'aura pas vraiment analysé comment les uns tiennent les autres, on ne comprendra pas pourquoi MeToo n'a pas pris racine, ne s'est pas plus, n'a pas donné, libéré davantage la parole. Donc il y a énormément de choses dans ce monde de la femme, et autour de, par exemple, ça aurait été intéressant qu'on compare pourquoi il n'y a pas eu de MeToo à la Martinique, alors qu'aux États-Unis, en France même, on en a entendu un petit peu parler, quoique la société française est un petit peu, nous sommes un peu à son image. Et puis il y a aussi un phénomène, c'est que ceux qui vous financent, c'est difficile de les dénoncer. Donc les mouvements féministes sont financés aussi par l'État, par les structures en place. Donc c'est probablement que je sais que ça ne fera pas. On reste encore dans la problématique de la survie de la danse. Exactement, et ça fera pas plaisir qu'on le dise, mais il faudrait qu'on œuvre, qu'on développe des formes d'activisme ou d'action qui nous rendent plus autonomes, et parce que tant que nous dépendons de ceux que nous dénonçons, c'est clair que c'est difficile. En tout cas, la situation de la femme à la Martinique, elle est très spécifique, et la domination se décline sous des multiples formes qui ne sont pas encore analysées. Et je le dis parce que je le sais, et que même si je ne suis pas interrogée sur la situation des femmes en général, en tant que sociologue, j'ai beaucoup travaillé le sujet, et je peux vous dire que nous avons la petite partie émergée de l'iceberg que nous traitons, mais que la grosse masse, elle est cachée sous l'eau, et qu'il faudra qu'un jour, pour que nous soyons dans la rigueur sociologique à laquelle nous aspirons, socio-anthropologique, politique, etc., et bien que nous parlions des vrais problèmes de notre société, voyez. Alors, donc, nous avons aujourd'hui le projet de continuer un peu les débats que nous avons vus. Didier, vous avez vu l'émission ? Oui, absolument. Je m'en suis imprégné, bien sûr. Vous avez été interpellé par quelque chose de particulier ? Oh, partout. Mais j'ai mon mot à dire, et j'attends entre guillemets mon intervention pour être dans le dur. Voilà. Donc ce que j'avais dit, c'est que ce que nous voulions faire, c'était faire émerger notre réalité dans un cadre scientifique maîtrisé, rigoureux et non idéologisé, puisque le fait que on évoque la réalité de certains groupes à la Martinique qui ne sont pas forcément les groupes fondateurs, et que l'un de ceux qui est le groupe fondateur est laissé pour compte de des livres d'histoire, des thématiques débattues, que personne dans les chercheurs n'ont vraiment fait l'effort de se connecter au continent africain pour comprendre l'origine des populations et culturellement ce qu'ils faisaient. Il y a un problème, et nous essayons, nous, d'apporter des éléments de connaissance, parce que, faute de connaissance, les nôtres s'identifient par défaut. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont des types physiques africains et qui vous disent qu'ils sont amérindiens, ou qui sont blancs parce que le grand-papa était blanc. Enfin, on est quand même dans des logiques très illogiques et qui nous font un peu honte, parce que pour que nous en soyons à ce stade d'immaturité et de honte d'affirmation de ce qu'on est, ce que la nature
montre de nous, affirme de nous, c'est que nous avons un grave problème. Et ce problème est entretenu par nos démagogues qui demandent aux gens de se définir ou qui leur disent qu'ils sont ceci, qu'ils sont amérindiens, qu'ils sont cela et qui trichent tout le temps. Non, un peuple qui se respecte doit avoir une histoire respectable. Et ça signifie que, puisque on est en train de zanzoler, de jouer, alors je vois par exemple, il y a un truc qui est passé ou qui passera, que les remèdes rasiers sont un héritage Kalinago. Je veux dire que des personnes chez nous affirment, fassent des conférences et induisent toute la population en erreur sur ce fait-là, je trouve que c'est une posture qui frise le racisme. Et je le dis délibérément, je prends mes responsabilités. Vous ne pouvez pas, sans avoir fait dans un pays à composante plurale, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'origines, mais je vous ai parlé des deux groupes centraux dont il faut qu'on tienne compte des réalités culturelles, et je vous ai dit dans des rôles très différents. Institutionnels, ce sont les Blancs, et tout ce qui est de la culture qui nous fait vivre au quotidien, ce sont les Africains. Et bien qu'on dise aujourd'hui, sans avoir jeté un seul regard sur l'Afrique, sans avoir essayé de comprendre que les remèdes rasiers dont on parle, l'Afrique les pratique depuis des multimillénaires, qu'on n'a pas fait d'études comparatives, qu'on n'a pas confronté ces savoirs à ceux des autres groupes, eh bien, pour moi, on est dans quelque chose d'absolument qui interroge nécessairement. Quand je vous dis que ces postures, à mon avis, sont racistes, je ne comprends pas l'intérêt qu'a quelqu'un qui travaille sur comment on appelle ça, la pharmacopée. La pharmacopée. Je ne comprends pas pourquoi on prend ça tellement personnellement qu'on décide que ce sont les Kalinago parce qu'on ne veut pas savoir que les Africains. Mais ce sont deux peuples qui vivent sur les mêmes latitudes. Et ce sont des peuples qui ont les mêmes herbes, les mêmes trucs. À la limite, il faut montrer, comme je le fais, et j'essaye de le faire dans mes travaux, montrer la part africaine et la part... Non, au contraire, on ratiboise et on dit que ça, c'est... Donc, il y a quelque chose qui crée un grand malaise pour les gens qui sont dans la recherche et qui comprennent que c'est sur la base et le principe de recherche comparative qu'on peut déduire dans un milieu plural, multiracial, multiethnique, multiculturel, qu'on décide de qui sont les apports. Sauf si on peut déterminer d'un seul coup d'œil que ça, c'est un apport qui est de toute évidence, comme si on dirait, le couscous, c'est arabe. Et encore, toutes les recherches qu'on fait aujourd'hui montrent que le couscous n'est pas arabe, mais sénégalais ou malien ou de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc, on n'a jamais fini d'étudier, d'écrire. Et comment on peut se permettre d'exclure comme ça tout un peuple? Donc, à la limite, moi, je suis prête qu'on dise les deux ont apporté quelque chose, mais on ne peut pas dire que les remèdes rasiers, comme je l'ai vu écrit sur cette affiche, sont un héritage Kalinago. Et je veux qu'on m'explique quel genre de contact les Africains qui sont arrivés ici ont eu avec les Kalinago et qui parlent de ce transfert de culture. Parce que vous savez bien qu'en socio-anthropologie, nous tenons compte de la façon dont les contacts se sont établis entre les peuples. Et pas seulement la façon, mais le temps que les peuples s'observent, se copient les uns les autres et se transmettent ou bien apprennent des autres. On parlait tout à l'heure du matoutou, je vais vous en parler. On se demandait depuis quand on a commencé à mettre du curry dans le matoutou, au point que des gens aujourd'hui croient que le matoutou est un plat indien. Non, le matoutou c'est un plat africain. Et j'ai montré, donc dans un petit ouvrage que j'aimerais que vous regardiez avec vos enfants pour la période des Pâques. Ça, c'est un petit ouvrage anthropologique. Johan, chasseur de crabes, dans toutes les librairies, vous irez les demander. Johan, chasseur de crabes, vous explique que le matoutou n'est pas le mot qui convient à ce plat, mais que c'est un mot fongbe qui a été interprété par nos sachants, et qui l'ont appelé matoutou. Mais en fongbe, dans une langue africaine du Bénin, d'où vient une grande partie de notre population, le mot approprié, c'est atoutou.
ou bien ATT, ça dépend de la façon dont on ouvrait la voyelle, ou c'est un degré d'aperture, d'ouverture, de fermeture de la voyelle, et c'est le E ou le U ou le OU qui a été donc transformé. On l'a appris quand on a fait un peu de linguistique en langue, on l'a appris. Donc on sait aujourd'hui Atutu est devenu Matoto. Mais Matoto, puisqu'on dit que tout nous vient des Caraïbes, Matoto chez les Caraïbes, c'est un petit tabouret. Donc ça ne peut pas nous parler du plat, du repas traditionnel que nous consommons à Pâques et à Pentecôte. Donc si on veut être logique, malgré toutes les haines ou les refus de l'Afrique qu'on peut avoir, Atutu, Mamaïla, Atutu. C'est ça qu'a créé Matoto. Et c'est ça les Guadeloupéens qui a créé Matete. Et c'était ATT en Fongbé. Donc voilà, dans ce petit ouvrage, je l'explique. Atutu, c'est le plat que vous mangerez bientôt à Pâques et à Pentecôte. Et c'est un plat, que vous le vouliez ou non, qui vous vient d'Afrique. Donc, il faut comparer, faire des comparaisons. C'est pour ça que je demande que quand nous avons un trait de culture sur lequel nous travaillons, il faut que nous cherchions les différents apports. Je l'ai fait sur l'entraide. J'ai montré que le jardin qu'on appelle créole n'était pas amérindien, qu'il était africain, mais je n'ai pas rejeté le jardin amérindien. J'ai montré en quoi il est spécifique, comme le jardin des Blancs. J'ai montré en quoi il est spécifique. Donc j'ai procédé à des comparaisons pour tirer mes conclusions. Comme j'ai travaillé sur le trempage, sur nos habitudes alimentaires, je travaille en regardant les différents apports et en déduisant. C'est comme ça qu'un chercheur, qu'on procède dans la recherche. Donc, avant de venir affirmer blogodo que c'est pas ci, c'est pas ça, il faut que vous soyez... Non, il faut qu'on ait la modestie de reconnaître. En plus, dans un pays dit multi-machin, culturel peut-être, je ne sais pas, hein, parce que la culture qui s'impose à nous, elle est blip, c'est franco-français, et son modus, c'est aliénation, assimilation à 100 à l'heure, donc on est dans ça. Oui, c'est ça justement. Enfin, si on revient au conte, effectivement, on se rend bien compte que nous avons nos héritages sont africains. Oui. Et la question que je voulais vous poser, c'était ça. Est-ce que, parce qu'on voit quand il y a un apport de peuples étrangers dans une culture, absolument. Est-ce qu'on trouve des traits de culture Kalinago dans les contes? Pas du tout. Eh bien voilà. Pas du tout. Les contes sont essentiels. Enfin, les traits de culture que l'on retrouve dans les contes sont les deux groupes dominants, c'est-à-dire les Africains et les Européens. Et dans des rôles très différents. Exactement. De victimes et de bourreaux. Exactement. Par exemple, si on prend un conte, par exemple, où on parle du roi. On a l'image du roi, on fait des princesses, etc. Et on est dans une relation avec des Africains et le conteur va justement mettre le roi dans une position dans laquelle qui fait envie. C'est-à-dire que l'Africain a envie de se marier avec la fille du roi. Donc, il est toujours dans une quête. Et cette quête, c'est une quête de reconnaissance, d'élévation dans la société. Ce qui veut donc dire que on voit bien les personnages, ils restent dans leur rôle. Et bien sûr, le conte étant dit par des Africains, étant pensé par l'Africain, automatiquement, il va utiliser des stratégies, ce qu'on a déjà dit, des stratégies pour pouvoir atteindre son objectif. Et son objectif, par exemple, dans la conquête, par exemple, de la princesse, de la fille du roi, pour se marier, épouser la fille du roi, il va utiliser des méthodes. Des méthodes qui font leurs preuves, et dont on parlait justement la dernière fois, qui sont des méthodes qui restent dans le domaine de la mentalité de l'époque, de la mentalité coloniale, c'est-à-dire il faut utiliser la ruse, il faut utiliser des stratégies de débrouillardise, il faut utiliser des stratégies prédatrices pour pouvoir arriver à ses fins. À la conquérir. À conquérir donc le mensonge, etc. Tout ce qui est utilisé pour justement accéder à réaliser
parce qu'on peut dire qu'on est dans le conte, c'est un petit peu le domaine du rêve, du mythe, etc., de l'imaginaire. Donc, automatiquement, on veut réussir. On veut toujours réussir. Donc, on utilise des méthodes. Mais on sait bien que ces méthodes-là, ce sont des méthodes qui ont été, qui se sont, qu'on a observé sur la plantation. Qu'on a observé sur la plantation et qui sont des méthodes qui sont valorisées. Et non seulement elles sont valorisées, mais elles sont opérantes. C'est-à-dire qu'on réussit. Quand on utilise ces méthodes, on réussit. Donc, automatiquement, ça devient pour l'esclavisé la méthode à adopter pour pouvoir s'en sortir. Ce qui veut donc dire que pour parler des femmes, parler des femmes, beaucoup d'hommes, effectivement, ont développé ces stratégies de mensonges pour arriver à les conquérir. Et elles ont découvert, après coup, qu'il était marié ou qu'il avait triché. Mais ces méthodes-là ne sont pas des méthodes africaines. Ce ne sont pas des méthodes africaines. Voilà, il faut que nos téléspectateurs fassent bien. Ce sont deux mondes qui sont différents, mais il y a un basculement progressif du monde de l'Afrique vers ce monde-là, parce que c'est lui qui domine. Donc automatiquement, c'est lui qui est le monde de référence. Absolument. Donc automatiquement, si on vous dit que il faut battre cette personne-là pour réussir, vous allez la battre et puis c'est tout. La battre et la battre. Ce qui veut donc dire que nous avons adopté des principes, des goûts qui ne sont pas de chez nous. Et bien entendu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans le déni. Parce que nous voyons, et souvent on entend les gens dire « Ah oui, nous avons perdu nos valeurs ». Je dis ça assez souvent, mais les gens ne disent pas de quelles valeurs il s'agit. Parce que de quelles valeurs? Est-ce que ce sont les valeurs de la société esclavagiste? Est-ce que ce sont les valeurs de la société coloniale que nous avons perdues? De l'Église. Est-ce que ce sont les valeurs de l'Église, alors qu'on sait le sens prédateur de l'Église? De quelles valeurs parle-t-on? Et personne ne veut dire de quelles valeurs il s'agit. Effectivement, ce sont les valeurs de la société, de la société africaine, des sociétés africaines, les valeurs de la vision du monde de l'Afrique. Effectivement, comme on l'a vu, du partage, du rapport à la femme, de l'entraide, etc., qui sont totalement différents. Et si bien que c'est cette forme de déni, c'est-à-dire que les gens sont persuadés que c'est l'Occident qui a apporté des références et des référents. Et on sait très bien que les référents et les références de la société occidentale, ce sont des référents de prédation. Donc, on ne peut pas faire de notre société prédatrice la société de la beauté, de la bonté universelle et qui fait que après les gens tombent des nues et tout vous disent c'est parce que je crois en la justice, je veux de la justice, etc. Et comme je discute avec Dominique, effectivement, comment tu peux exiger à une justice qui est fondamentalement hors des circuits de la justice, c'est-à-dire fondamentalement injuste, d'être juste avec toi, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas compris justement qu'on est dans un système et que ce système-là, il faut le remettre en question. Et la place qu'on occupe dans ce système. Puisque la justice, elle est faite par le groupe dominant. Et le statut qui est le nôtre, c'est celui de groupe dominé. Et il n'est pas question, il n'a jamais été question, il ne sera pas question, tant que le système soit celui-là, que nous soyons à égalité avec le dominant. Donc il faut que cette logique-là apparaisse très clairement. Voilà, et qu'elle s'imprègne dans nos mentalités. Réclamer justice à ton prédateur, c'est comme si tu disais au lion de ne pas te manger. C'est tout. Alors, sur la question, donc on ne trouve pas de traces. On ne trouve pas de traces d'amérindianité dans le conte. Il me semble que j'avais lu aussi un monsieur Rolosa qui disait ça. Absolument. Donc, ça, c'est important. Quand on parle d'une culture, de sa configuration, des éléments d'influence extérieure qui sont venus s'ajouter, l'épaissir ou etc., l'enrichir comme on veut, on doit trouver des traces. Si il y a eu contact de civilisation entre ces différents groupes, on doit trouver des manifestations de ça, surtout dans la tradition orale et dans l'imaginaire.
Or, la question des remèdes rasiers qu'on attribue uniquement aux Kalinago, avec lesquels les Africains, il y en a eu quelques-uns au début, mais ont eu très peu de rapports. Et en plus, ils ont disparu et les Africains mouraient, on l'a rappelé, la durée de vie d'un Africain, c'était entre 5 et 7 ans. Donc, imaginons qu'il y ait eu des contacts entre les premiers Africains et quelques Kalinago survivants. Eh bien, ces gens-là sont morts. À quel moment ils ont transmis éventuellement? Donc, toute cette stratégie explicative etc., pour ne pas reconnaître que les Africains, et quand vous regardez, vous suivez de près ce qui se passe sur le continent, la somme de remèdes rasiers, de connaissances, de savoir qu'ont les Africains sur tout le continent, c'est faramineux. Et c'est d'autant plus incroyable que nos gens travaillent sur les Kalinago qui sont morts, qu'on a exterminés, qu'on a exterminés, et ils veulent absolument nous convaincre que ce sont les Kalinago qui nous ont donné la culture que nous pratiquons. Absolument. Donc moi je dis, nous on est même dans la culture du manioc, hein? Absolument. Non, mais je l'ai expliqué dans la culture de l'entraide. C'est un livre qui vous parle des habitudes alimentaires, des habitudes alimentaires. Des Africains sont des Amérindiens. Mais non, mais je veux dire, à ce moment-là, ce que les Africains font là sur le continent, ils sont venus le prendre chez les Kalinago. Mais c'est les mêmes choses. Il y a énormément de pratiques d'herboristerie, de naturopathie, de tout ce que vous voulez. Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, tous les massages et tout ça, que les Africains pratiquaient. Donc, nous, on essaye de vous dire, non pas qu'il faut mettre de côté. J'ai toujours dit que les Amérindiens ont sans doute beaucoup servi aux Blancs, qui n'étaient pas d'un pays tropical, qui ne connaissaient pas les aliments, qui ne connaissaient pas les méthodes d'adaptation en milieu tropical. Et les Blancs les ont bien utilisés avant de les exterminer. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont survécu ici. Je veux bien qu'on me dise que les Blancs ont apporté la culture des Kalinago aux Africains. Maintenant, je vous dis, dans les cuisines des Blancs, c'était des négresses qu'il y avait là, des Africaines. Et le goût des Blancs de notre pays, le goût des bétiers, c'est un goût africain. Et je peux vous le dire, le décliner de mille façons différentes. C'est un goût africain parce que c'est l'Afrique qui était dans la cuisine de ces messieurs, qui faisaient les plats. Même le goût du lait, du tété de nos femmes était dans ses veines. Donc non, on rigole pas avec ça. On essaie, si c'est une guerre que les gens veulent, ben il faut la faire avec des arguments en béton, mais il y en a des tonnes. Alors, maman, elle n'a pas parti à ce Alors, je veux juste apporter un petit élément par rapport. J'ai travaillé l'étude des comptes, j'ai fait une étude comparée entre la République dominicaine et la Martinique. Et la République dominicaine, on sait très bien, enfin, donc c'est la première colonie occidentale du Nouveau Monde, du dit Nouveau Monde. Et donc, dans les comptes de la République dominicaine, pas de traces d'amérindianité. On aurait pu croire que c'est là qu'on devait en trouver. On aurait pu en trouver. Puisque les contacts étaient beaucoup plus importants. Voilà. Et c'est pas le cas. Et en plus de ça, la deuxième question qui se pose aujourd'hui, cette recherche ou cette revalorisation de l'indigénisme. C'est ça. Ça s'est produit en République dominicaine depuis justement la révolution haïtienne. Et effectivement, on a voulu tellement éliminer toute l'africanité en République dominicaine qu'on a décidé qu'on était tous des Indiens en République dominicaine. Et les gens les plus noirs, comme moi, étaient devenus des Indiens, des indios. Chez nous, voilà. Ils disent pas qu'ils sont indios. Et puis ils se disent, alors il y avait Indio Oscuro, donc c'était des gens de mon teint, Indio Lavado, c'était lavé de ton teint, etc. Donc tout le monde était devenu indien. C'est pour te dire que l'indigénisme, ce courant que nous en sommes en train de vivre aujourd'hui en Martinique, depuis disons une dizaine d'années à peu près, ce courant indigéniste et indianiste, on peut aussi appeler, est revenu, et quelque chose qui est très vivant dans l'esprit colonial, parce que justement, il est question de rejeter l'Afrique de tout ce qui existe dans la Caraïbe. Et nous sommes en train d'emboîter le pas à cette idéologie, alors que tout nous démontre que nous sommes dans un pays où les mœurs et les goûts,
les pratiques que nous avons culturelles, ce sont des pratiques africaines. Mais il me semble que ça, c'est une démarche d'une classe qu'on appelle mulâtre. Absolument. Qui ne revendiquait pas forcément à corps et à cri comme avant sa paternité avec les Blancs, enfin les liens de paternité avec les Blancs, et qui se sont transposés dans la catégorie des Amérindiens. Ceci dit, il y a quelques personnes qui ont des racines. Absolument. Mais comme je le dis, on ne fait pas d'un événement mineur, individuel, etc., un événement collectif. Et l'impact d'un groupe qui est numériquement important, qui pratique les mêmes traits culturels, et pour ça, on va répondre donc au Djeli, est beaucoup 100 fois plus marqué dans le paysage et dans les transmissions qu'un individu qui est venu avec un savoir, etc. Donc, quand nous avons des gens qui jouent aux apprentis sociologues, historiens, etc., Maman est là, il y a des cours pour ça. Eh bien, si nous voulons avoir une parole officielle et documentée là-dessus, formons-nous. Il y a maintenant des possibilités de comprendre comment fonctionne une approche anthropologique d'un groupe, les contacts culturels, les diffusions. Vous avez des groupes en anthropologie, anthroposociologie, vous avez des personnes qui ont vécu dans des pays en groupe fermé et qui n'ont jamais influencé la culture du pays. Et je peux vous en donner puisque c'est ça qui m'intéressait. Et donc c'était comment on se diffusait le contact, par le contact, comment se diffusait ou ne se diffusait pas les traits culturels. Donc tout ça, anthropologiquement, sociologiquement, on peut le démontrer. Alors, dans les critiques qui vous ont été faites, il y avait cette histoire qu'il fallait un Djeli. Mais est-ce que c'est pas un mot parmi d'autres? Oui, c'est un mot parmi d'autres. C'est comme si, c'est le Djeli, celui-là l'appelle le griot, l'autre l'appelle, ici on l'appelle le majolet. Ouais. Donc, dans chaque petite Afrique, on décline le personnage avec un nom particulier. Mais le personnage lui-même, le conteur, alors appelez-le le Djeli, le griot, le majolet en Martinique, eh bien, il a la même fonction. Il a le même rôle social et bien entendu, quand on parle de tradition orale, moi je n'aime pas utiliser ce mot-là, je plutôt une tradition de communication. Parce que nous sommes dans des pays en Afrique, dans un continent où on est en permanence dans la communication. Et dans la communication, on est aussi dans la communion. Parce que dans le mot communication, il y a aussi communion. Ça veut dire qu'il y a communauté et automatiquement les gens font groupe. Et les gens font corps les uns avec les autres. Et c'est pour ça que l'impact aussi important de ce qu'on appelle le griot, le Djeli. Alors j'ai eu une attaque me disant que est-ce qu'on est Bambara, etc. Mais on est tous de tout ça. Hein? On est tous ça. On est tous de ça. Oui. On est Bambara, on est Malinké, on est Sonenké, on est Ewe, on est Fon, on est alors les gens de chez nous qui ont fait une recherche ADN le certifient. Hein. On a des Ewe, on a des Djolon, donc tous les peuples se sont retrouvés. De toutes les façons, les gens quand ils allaient faire les razzias, ils entraient à l'intérieur de l'Afrique. Il ne faut pas croire. C'est pas seulement les gens des côtes. Il y avait une progression vers l'intérieur. Ce qui veut donc dire qu'on peut se décliner. On peut se décliner avec tous les termes que l'on utilise. Pour pouvoir. En fait, c'est la fonction. Exactement. C'est la fonction sociale et le rôle que ce personnage a. Et c'est pour ça qu'il est essentiel dans la formation de notre imaginaire. Et c'est pour ça que l'usurpation qui a été faite, c'est-à-dire le conflit qui s'est introduit dans la vision du monde de ces des deux partenaires, si on peut dire en présence, fait que justement le conteur ici, le majolet, c'est comme ça qu'on l'appelle en Martinique, le majolet a eu un rôle essentiel dans la transmission des valeurs coloniales et a éclipsé ces valeurs. Et ce n'est qu'à partir de 1848
c'est-à-dire à l'abolition, qu'on a vu justement, et on peut très facilement dater les contes par rapport à leur création. Et ce qui veut donc dire que avec la 1848, on a vu naître justement cette civilisation, cette civilisation reprendre ses marques. La civilisation africaine, reprendre ses marques et réintroduire, et en plus avec l'apport des Congos qui sont arrivés, réintroduire justement toutes les valeurs africaines qui étaient restées en dormance, si on peut dire, et en souffrance dans le cadre de la plantation esclavagiste. Et on a vu réapparaître tout ce que nous avons vu, tout ce que tu vois dans l'entrée des compagnies. Mais le fait que les gens ont pu s'éloigner de la plantation, ce lieu de vraiment et de damnation pour eux, et puis se répandre dans les mondes où ils ont justement créé cette civilisation, recréé leur civilisation. Ils ont reproduit leur civilisation. Ils n'étaient pas sous la surveillance du maître, et puis sous la contrainte d'un travail forcé. Donc ils ont revécu. Ils ont vécu comme ils auraient pu vivre s'ils n'étaient pas sous la Ça veut dire que c'est une mémoire vive qui s'est prolongée dans la façon d'occuper les sols, de pratiquer l'entraide, etc. Si bien que quand on cherche effectivement les vraies survivances ou sauvegardes de la culture africaine chez nous, c'est dans ces endroits-là. Parce que ils se sont éloignés de la plantation et qu'ils ont pu vivre à l'africaine comme ils l'entendent. Donc dans la culture de l'entraide, c'est un peu ça que je raconte. Et c'est vrai que c'est fondamental de comprendre que après l'abolition de l'esclavage, nous avons remis la main sur notre identité, notre identité africaine, et nous avons travaillé à déconstruire tout ce que nous avions appris dans la plantation. Réappris à fonctionner comme des Africains. Groupe, et l'entraide est redevenue, parce que sur la plantation, c'est la construction de l'individualisme absolu, le plus de l'opportunisme, de l'arrivisme, de l'individualisme. Et même au niveau des proverbes, même dans les années 70, les Martiniquais avaient une sainte horreur du compère-lapin. On traitait aux gens des saprés compères lapins, etc. Les gens avaient une sainte horreur. Mais Nègre-Marron aussi. Voilà, exactement. Sacré Nègre-Marron. Mais ça, c'est encore dans une autre façade. Et c'est effectivement dans le cadre de l'assimilation. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de l'assimilation, on a une reconquête, si on peut dire, de la créolité. Enfin, je vais laisser pas une reconquête. Oui, une exacerbation. Comment on appelle ça? Un nouvel assaut. Qui a pris d'autres formes. Exactement. Alors, voilà, vous aurez, chers amis, à voir ce travail de thèse qui sera publié, et donc vous aurez des éléments concrets pour parler aussi de cette histoire-là, parce que le conte, c'est l'imaginaire d'un peuple, et il dit beaucoup de ce que nous sommes ou comment nous sommes devenus, etc. Donc, vous retenez de ce que nous vous disons là, que nous ne sommes pas en train d'exclure les autres, mais que nous sommes en train de réinclure l'Afrique dans l'histoire de la Martinique, ce que les autres ne font pas, y compris chez les universitaires, c'est tous ceux qui ont des thèmes de recherche. Nous demandons à ces gens de se tourner, même sans trop faire d'efforts, de jeter un petit coup d'œil sur l'Afrique pour qu'ils réalisent combien les choses sont à fleur de peau, et qu'on peut les cueillir vraiment au lieu d'aller raconter, nous inventer. Ça s'appelle l'invention du réel, une invention d'une nouvelle société par des gens qui refusent l'existence et qui vont vous créer dans une société totalement artificielle. Bon, on va demander donc à M. Monotuka s'il veut nous dire deux choses là-dessus. On était dans l'idée que, voilà, on continue à informer les gens. Alors, il y a quelqu'un qui avait dit, qui a écrit un message disant que c'est la première fois, avec l'émission de la dernière fois, qu'elle comprenait le lien que vous faisiez entre le fait qu'on est des affranchis et qu'on est traités comme des sous-humains. Donc, c'était peut-être, il y a des explications plus larges à donner. Oui. Donc, je vais rebondir en fait sur ce que vous avez pu en fait échanger là à l'instant. Alors, j'ai rappelé
à la dernière émission l'existence claire et nette de la culture en fait du colon. Bon. Et j'ai rappelé aussi que cette culture avait été instituée, c'est-à-dire avait pris la forme en fait de l'autorité de conduite officielle avec un système de sanctions si je dirais tous ceux qui faisaient partie, qui étaient intégrés dans cette société, si l'un ou l'autre en fait habitant de cette société ne respectait pas en fait les règles en fait de cette société. Nous avons vu aussi qu'en fait que cette culture instituée, qui est la culture du colon, et que le colon a désigné comme étant la culture créole. Nous avons vu que cette culture qui s'est traduite en société est une culture qui exclut l'identité humaine. Hein, on enlève l'identité humaine et ce sont des identités fictives, maîtres, esclaves, affranchis, qui vont... L'invention d'un nouveau réel, en fait. Oui, tout à fait. Nous sommes dans la fiction, le monde de la fiction. D'accord ? Voilà. Et c'est ce qui va être institué, donc qui va obliger, par la violence et la manipulation, tous ceux qui sont intégrés dans cette société, qui va les obliger en fait à se socialiser selon et dans le respect de ces règles. Bon, ça c'est une chose. Et nous avons vu aussi que c'est précisément cette culture du colon qui va être combattue par les Africains et leurs descendants de génération en génération, parce que cette culture est une culture en fait qui refuse en fait de reconnaître en fait l'identité humaine, qui est une culture en fait qui à tout prix veille en fait et souhaite maintenir un ordre fondé sous la hiérarchisation des êtres, donc par conséquent l'exclusion de l'identité humaine. Et nous avons vu aussi que là, en face, il y a justement ces hommes et ces femmes arrachés de leur matrice où ils étaient institués comme étant des êtres humains, qui se retrouvent en fait devoir, je le disais, à se socialiser dans cet ordre en fait qui les a en fait érigés en identité fictive et qui vont se confronter et refuser cet ordre. Et nous avons vu que ces gens, que ces hommes et ces femmes arrachés d'Afrique et leurs descendants vont défendre une autre culture. Hein, c'est la culture en fait qui reconnaît en fait la qualité d'être humain des êtres humains, d'accord ? Et ils se sont battus de manière systématique. Les archives le démontrent de manière très claire. Et ce que ces hommes et ces femmes ont toujours voulu et ont pu obtenir, c'est la condamnation de cette culture dite créole, cette culture du colon, comme étant une culture en fait constituant un crime contre l'humanité. Et c'est ce que, par exemple, en France, en 2001, qui a été reconnu. Et donc c'est ça la culture créole. Et maintenant en face, nous avons cette autre culture, je disais, la culture des afro-descendants. Cette culture, elle est là. Elle n'est pas perdue. Pas perdue. D'accord ? Alors, lorsque on parle de la culture martiniquaise, hein, voilà, personne en fait ne conçoit que la Martinique, que les Martiniquais n'ont pas une culture propre. On en parle tout le temps. Bon, très bien. Donc, Kiltinou. Voilà. Donc, la chose est là. Hein, la chose peut être appréhendée comme un objet de connaissance. Mais à distance. Voilà, etc. Et cette culture martiniquaise, elle est, il faut qu'on soit clair là-dessus aussi, c'est une implication, elle est irréductible à la culture créole, c'est-à-dire à la culture en fait du colon. La culture, je parle en fait de la culture des afro-descendants telle que nous l'avons définie tout à l'heure. Donc, lorsque je parle de la culture martiniquaise, je fais référence précisément à la culture des afro-descendants, cette culture en fait qui est structurée bien entendu,
hein, c'est une culture qui s'affirme en fait comme une structure sociale, hein, et cette société-là, hein, qui dans laquelle on se socialise et que l'on préserve, que l'on pérennise, elle existe. Et cette société, c'est celle en fait qui m'intéresse, parce que c'est celle en fait qui nous a été léguée par nos ancêtres. Et c'est celle en fait que nos ancêtres ont élaboré, ont préservé depuis en fait leur matrice originelle, la matrice d'Afrique, où ils étaient reconnus comme étant des êtres humains. Ils ont préservé cette conscience d'être humain qu'ils sont, et ils se sont battus. Et ce faisant, de génération en génération, ils nous ont en fait transmis cette socialité-là et cette volonté-là, qui explique en fait que aujourd'hui, eh bien, comme vous le savez, nous étions dans les rues le 27 février dernier pour demander le respect de notre humanité. En quoi faisant? En quoi exigeant la justice. Et la justice consiste en quoi? Consiste à reconnaître en fait les bourreaux qui nous ont empoisonnés et à réparer les victimes. D'accord? Donc on voit bien qu'en fait que la correspondance entre le respect de notre humanité et la justice, elle est là. L'une va avec l'autre. La justice que l'on demande, c'est la reconnaissance et le respect de notre humanité. Et là, nous sommes en fait dans cette socialité propre, dans cette société propre, dans ce que j'appelle la société martiniquaise, c'est-à-dire qui renvoie à la société léguée, préservée, encore vécue et transmise par nos ancêtres et aussi par nous-mêmes qui sommes ici, la génération vivante. Et donc, c'est ça. Et là, nous sommes en fait au-delà de savoir comment nous faisons le carnaval, par exemple. Quels sont les éléments du carnaval de manière ethnologique, etc., etc. Influence en fait d'une couleur, de personnages, etc., etc. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse en fait, c'est de saisir en fait la structure sociale, notre structure sociale propre, opère, et qui opère, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la société martiniquaise existe, et qui fait qu'aujourd'hui, cette société-là, elle est connue et reconnue, elle se perpétue, et elle nous livre en fait, par conséquent, un système de valeurs, mais surtout une structure qui correspond à des règles. La société martiniquaise a ses règles propres, d'accord? Et puis il y a la société française qui a ses propres règles. Donc, permets-moi de dire, ça c'est très important puisque c'est la première fois qu'on voit que notre peuple, enfin pas la première fois, mais là on l'a vu dans une période difficile, que les gens ont pris le contre-pied des injonctions officielles et ils sont sortis faire le carnaval. Et on a vraiment le sentiment que c'est une chose qui est tellement ancrée en eux qu'il y a eu à un moment donné une lutte entre deux visions du monde, deux institutions, et que la culture martiniquaise, celle dans laquelle s'est réfugié le plus de nos traits africains, elle a décidé que non, elle ne se soumettait pas. Alors il y a des gens qui ont parlé de masques et maladies, mais sociologiquement, c'est très important. Voilà. C'est puissant. Dans ce que tu expliques là, c'est ça. C'est déterminant en fait. Voilà. Et là, à partir de là, eh bien, il convient, après avoir déterminé l'existence en fait de cette culture-là, la nôtre, de l'étudier, de la connaître et d'assurer de manière maîtrisée sa transmission. Parce que c'est elle en fait qui garantit et qui a garanti jusqu'à présent
notre éveil, Voilà. notre conscience, notre identité notre humaine, spécifique. voilà, en tant qu'être, en fait, voilà. Exact. Donc, ça, c'est déterminant. À partir de là, je pose cette question. Puisque nous avons vu qu'il y a deux sociétés, la société martiniquaise qui est nommée, qui est reconnue, voilà, et puis il y a la société du colon. Rappelez-vous comment la naissance, il y a la société en fait de ceux qui disent non à cet ordre de la hiérarchisation des êtres, Absolument. et puis il y a la société de ceux qui disent oui à la hiérarchisation des êtres. Voilà ces deux sociétés dont tu parlais, Juliette, là, de la confrontation. Voilà, la confrontation. Bon, je pose la question. Est-ce que cette société-là, de l'ordre de la hiérarchisation des êtres, existe-t-elle toujours? C'est-à-dire qu'en fait, s'est-elle muée en une société fondée sur le respect Voilà, de la nature humaine? voilà. C'est-à-dire, en fait, a-t-elle disparu A-t-elle muté? en tant que société? Non? Non, elle ne peut pas muter puisqu'elle est radicalement Voilà, c'est ça, voilà. différente Voilà. de la société défendue par les Et afro-descendants. elle s'impose maintenant par la force, Donc, de manière parce qu'elle voilà. bloque C'est ça. contre l'autre. Pour comprendre, en fait, parce qu'il faut bien sûr. comprendre la confrontation, La ce qui s'est passé le confrontation. 27 Absolument. février, et puis tout le reste, en fait. Pas seulement, le carnaval aussi a Tout été à fait, un exactement. moment très révélateur. Exactement. Donc, il faut que l'on comprenne, en fait, que... Mais pourquoi ça devrait être en harmonie? Oui. Donc, s'il n'y a pas d'harmonie, c'est parce que ces deux sociétés se confondent, et c'est parce que toutes les deux, en fait, continuent à exister. Mais quand j'ai toujours dit D'accord. que notre société est bicéphale, Absolument. et Elle continue on nous à parle de exister. créole comme si on a Oui, fait, oui. on a fait Une fusion, une sorte pâte, de, voilà, voilà. Mais Voilà. la réalité anthropologique, si nos Voilà. gens, si nos chercheurs se mettaient au travail sérieusement, c'est ça. ils ne nous auraient pas servi des Mais macadams bien sûr, comme ça, ça. il y a aucune Voilà. rigueur scientifique. Donc, C'est peut-être là- leur travail. Donc là, en Bien l'occurrence, il faut comprendre en fait que, en réalité, Ouais. et personnellement, j'ai eu à faire la démonstration dans le cadre en fait de ma thèse de doctorat, mais aussi après, que la société de la hiérarchisation des êtres demeure instituée Absolument. et que c'est elle en fait qui s'est fonctionne. appropriée la puissance de la légalité Légal, oui. Exact. et de la puissance en fait de la sanction. Mais les aspects D'accord. régaliens, D'accord. voilà. elle les a maîtrisés. Exactement. Donc, et c'est ça. Elle Voilà. Donc elle est là, elle existe. Elle est là. Absolument. Et nous en sommes suffisamment conscients. Il suffit de manière d'analyser notre histoire, je dirais, contemporaine. Prenons l'exemple du carnaval ou prenons l'exemple en fait du 27. Vous voyez deux exemples en fait, ou bien Récent, de très 2009 récent. aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette conscience vivace de l'existence Voilà. des deux sociétés. Des deux sociétés. Et on retrouve la Exactement. confrontation de ces deux Absolument. sociétés. Absolument. À partir de là, ça devient intéressant. Parce que nous avons à faire un choix. Exact. Quelle société on choisit? On veut vivre dans quelle société? Exact. Quelle est la société dans laquelle on veut vivre? Optimal. Oui, mais La bonne. laquelle? Voilà. Donc il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et là, nous sommes dans la réflexion scientifique. Nous ne sommes pas dans la spéculation, nous ne sommes pas dans l'idéologie. D'accord? Les choses sont claires là-dessus. Et donc, à partir de là, vous comprenez qu'en fait, qu'une fois que on est, je dirais, rempli de cette prise de conscience, je dirais le choix est vite fait. Pour certaines catégories qui bénéficient, moi Donc- je crois qu'il y a des catégories qui bénéficient du Oui. système. et Non, mais qui j'entends vont- bien. C'est ça. Bénéficier du système, il faut réfléchir aussi à cette notion parce que Voilà. il y a quelque chose en fait. Bon, je vais vite là pour revenir en fait, je dirais à cette Oui, on va aller vision plus, systémique, mais il y a quelque chose en fait qui se cache derrière en fait ceux prétendument qui profitent de ce Voilà. système. Et là, La on pense corruption, voilà. aux afro-descendants. Oui. C'est qu'en réalité,
Ah non, pas nécessairement. Non, principalement, pas nécessairement. Principalement, en termes de classe sociale. Là, il faudra introduire des les classes sociales. Non, les classes sociales, c'est autre chose. Là, je parle en fait de modèles de hiérarchisation des aides, où en effet, il y a en fait des cas, parce que rappelons, c'est quoi le système de hiérarchisation des aides? C'est un système qui est racialisé. Donc, par conséquent, qui donne des avantages à d'autres en fonction, etc. La taximonie, en fait, mais nos classes sociales sont racisées. Mais c'est ça, justement. C'est bien pour ça que j'en parle. Voilà. Donc, en fait, il faut bien, en fait, pour pouvoir bien saisir, en fait, je dirais la dynamique de ces classes sociales, les caractériser comme étant des classes sociales racialisées et inscrites dans la dynamique, en fait, de la société de l'hiérarchisation des aides. Et donc, pour revenir en fait aux deux matrices. Alors, maintenant. 2 minutes. Non, je voudrais au moins conclure dans un premier temps sur ce point. Revenons à notre matrice. Celle, en fait, je disais, on a un choix à faire. Bon. Alors, nous parlons en fait, la société martiniquaise, la société des afrodescendantes, la société léguée par nos ancêtres à nous-mêmes. Et qui se manifeste à travers, en fait, les différents temps, périodes que nous avons donné comme exemple, en fait, le 27 février ou d'autres. Bon. Mais, qu'est-ce qui est aujourd'hui nécessaire pour nous, pour qu'on soit, je dirais, aller au bout de notre cohérence? Dominique. Je termine juste. La lumière vient d'être allumée et Didier ne s'est pas encore exprimé. La lumière vient d'être allumée. Oui, parce qu'il est arrivé très en retard. Non, mais il ne s'est pas exprimé. Il faut c'est déjà. La lumière. Juste une petite phrase. Ce que je veux dire, je termine là. La nécessité, évidemment, de se réapproprier ce modèle de société qui est la nôtre. Exactement. De l'étudier et d'assurer sa transmission maîtrisée. Ce que je dois dire aussi à ce stade, c'est que nos travaux sont très avancés à ce sujet et que nous avons les éléments qui nous permettent de l'appréhender de manière scientifique, de manière structurelle. Nous avons les éléments qui nous permettent de garantir en fait sa transmission et nous avons aussi les éléments pour je dirais, créer une adhésion consciente, collective, ce qui, évidemment, est absolument nécessaire. Ok. Didier, allez-y alors. Dites-nous un peu. J'ai combien de temps, Juliette? Pas beaucoup. Après la lumière verte. Bon. 10 minutes, un quart d'heure. Alors, j'aurai une approche dans la continuation de ce que vous avez évoqué, mais dans une rupture. Et c'est un message pour les jeunes générations qui sont là, qui se sont mobilisées. Et pour le 27 et pour le carnaval, il faut bien comprendre que tout ce qu'on vous évoque, s'agissant d'origine, Kalinago, quoi que ce soit, la procession la plus populaire auquel vous avez participé est ancrée en vous, c'est-à-dire que c'est une procession on ne peut plus africaine, le carnaval. Maintenant, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé le 27, ça s'est passé exactement comme prévu. Pourquoi? Parce que ça a été couvert, entre guillemets, par des gens qui ont des intérêts totalement, diamétralement opposés aux vôtres. J'entends, je dénonce aucun syndicat, aucun politique ou aucune obédience de quelque nature, mais la réalité c'est ça. Moi, si je suis ici, c'est pour vous dire que je ne suis pas venu théoriser nos approches. La réalité, et j'abonde dans le sens de mes prédécesseurs, c'est qu'il y a 2 civilisations. Le temps n'est plus tellement à théoriser. Le temps est à prendre fait de cet acte-là et voir comment on fait. La société martiniquaise, aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'elle est. Il y a un versant prédateur et un versant grandement noir. Ce que vous avez assisté au carnaval, c'était la grandeur noire qui malheureusement a été pilotée et contrôlée entre guillemets pour que tout se passe comme prévu. Le temps est arrivé pour que rien ne se passe comme prévu, en tout cas comme ils ont prévu en face. La réalité, c'est qu'il faut laisser place à la vérité. La vérité est la société qu'on appelle de nos voeux, qui avait déjà été dessinée par les nouveaux libres. Quand je dis ça, ceux qui ont investi les mornes et pour qui le Belay était l'âme du peuple, eh ben, il est temps que ça revive. Parce que là, on n'était pas sous le joug des prédateurs
Et il a fallu se réinventer. C'est-à-dire retrouver, quand je dis se réinventer, c'est se rechercher nous-mêmes au profond de nous, notre jardin, la façon dont on mange, la façon dont on se soigne, la façon dont on s'habille, la façon dont on crée des meubles, la façon dont on exprime toute notre culture. Et ça, c'est la matrice civilisatrice. C'est pour ça que j'ai aimé tout particulièrement ton ouvrage, Juliette, Culture d'entraide. Parce qu'on pose la base. Et la réalité, c'est qu'il faut refaire vivre cette civilisation-là. La réalité, c'est que notre jardin, nous avons une façon de cultiver. La façon de manger n'est pas la façon des Occidentaux. Vous savez, si j'ai une lecture aussi claire aujourd'hui, et qui peut-être fait peur, et qui n'est pas noiriste, parce qu'il faut pas croire, les leucodermes, pour ne pas dire les blancs, comprennent précisément ce que je dis. La réalité, c'est qu'en un regard, je pars du principe que les blancs nous mentent depuis le début. Oui. C'est ça. Et ce que je vous évoque là, j'ai cette vision-là depuis que j'ai à peu près 15 ans. Et comme je dis toujours, dans notre petit pays qu'on chérit tant, j'ai eu peut-être tort d'avoir raison trop tôt. Mais la réalité, c'est que nous avons un jardin. Moi, j'ai déjà commencé à faire le tour, entre guillemets, de la Martinique. J'ai été l'initiateur, alors je suis, entre guillemets, le concepteur de la charte visuelle que vous voyez sur Zéro Poison. Je suis un militant depuis très longue date. Quand vous voyez Zéro Poison, c'est Didier Michalon qui a derrière tout, et puis bien sûr relayé par le formidable travail des sœurs qui ont pris, mais la charte éthique, c'est moi. Alors j'explique. Quand je dis Zéro Poison, c'est qu'on nous a empoisonné l'intellect, on nous a empoisonné la vie au quotidien, et il est temps de se dépolluer. Exact. Voilà. La réalité, c'est que l'heure de la révolution est arrivée chez nous, aux Antilles, et que la révolution passe par 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. Alors je reprends des préceptes de Schopenhauer qui ont été peut-être relayés par Idrissa Berkane, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que le 27 février, nous aurions pu être dangereux, mais nous avons été tournés en ridicule parce que menés, voilà, pour que tout se passe comme prévu. Et quand nous étions face au tribunal, peut-être que nous étions 23, pour accompagner nos frères Lulu, Volcan et d'autres qui ont été molestés ce jour-là, nous étions dangereux. Pourquoi ? Parce que les yeux étaient ouverts sur ce que nous ne voulons plus. La jeunesse martiniquaise aujourd'hui, la jeunesse qui brandit le drapeau rouge, vert, noir, qui n'est aucunement Kalinago, et qui chante Chez nous blindés, qui n'est aucunement Kalinago. Tout ça, c'est de la diversion. Pour vous éloigner de ce que vous êtes vraiment, vous êtes des Africains de la Caraïbe. Et il est temps de sublimer ça et dessiner les contours de notre civilisation. La réalité, c'est que vous êtes des consommateurs d'huile de coco. Elle n'est pas dans nos lip-services. La réalité, c'est que demain, vous serez des adeptes de beurre de mango. Ce n'est pas dans les lip-services. La réalité, c'est que vous aurez envie, et que vos enfants aussi, utilisent du vinaigre de fruits à pain, du ketchup de publicitaire. Alors quelques-uns croient que je raconte ça comme ça, mais vous savez, j'ai eu la chance de grandir à la campagne avec mes cousins. Mais Didier, c'est ce que vous faites dans votre épicerie. Vous faites des vêtements. Alors je vais dire très clairement, je ne suis plus dans une épicerie ou dans un supermarché. J'ai démissionné il y a de cela quelques mois parce qu'il était hors de question pour moi, en cohésion, que mes revenus principaux soient alimentés par des ventes de quelques boissons gazeuses, douteuses, qui auraient plutôt leur place dans un rayon de produits d'entretien. Vous savez très bien de quelle boisson je parle. Dites à nos téléspectateurs la réalité, c'est qu'il est temps de prendre position. Vous me voyez aujourd'hui en tant que Didier Michalon, mais mon nom Kamit, que je ne révélerai pas ici, mais par la suite, veut dire très clairement qu'il est temps de dire aux nôtres, aux Kamit, que le paradis, c'est ici et maintenant. Et qu'il est temps d'actionner. Je ne suis pas là pour théoriser. J'aurais pu faire une thèse, j'aurais pu faire un doctorat sur les villages, comme on doit vivre, sur la monnaie, comme on doit vivre. La réalité, c'est qu'il faut... Mais vous avez créé une monnaie aussi. Oui, c'est une chose. Une monnaie locale. Oui. Vous créez des vêtements, vous créez tous les aliments dont vous nous avez parlé là. Mais j'ai vite compris, Juliette, que je peux faire la meilleure des monnaies. Oui. Mais très simplement, mais il faut fédérer le réseau de conscience. C'est pour ça que je suis un travailleur de l'image, parce qu'on nous a dominés culturellement et on continue encore. Mais en face de vous, ne perdez pas ça de vue, gardez le cap. On nous ment, mais c'est tellement bien présenté. Mais on nous ment. Et vous êtes dans un réseau, Didier ?
Je suis dans plusieurs réseaux. Mais je suis un si les gens veulent vous rencontrer... Moi, je me veux un électron libre, ils peuvent me voir sur mon profil Facebook. Je ne sais pas si le moment est l'heure de donner mon téléphone, mais je ne me cache plus. Donnez-le. 06 96 309 324. Et vous êtes sur Facebook comme Didier Michalon? Je suis sur Facebook comme Didier Michalon. Maintenant, je suis venu dire aux jeunes qui sont là et qui attendent que ça bouge, qui n'ont pas peut-être les tenants et aboutissants, mais qui sont convaincus que cela suffit, de leur dire qu'il y a des gens qui pensent concrètement à la structuration de ce qu'il nous faut. Parce que réclamer et dénoncer auprès des chasseurs blancs, alors que nous sommes des lions et des gazelles, il est temps de converger notre énergie vers ce que nous voulons pour nous et nos enfants. Exact. Merci Didier. Alors, la lumière a clignoté, ça signifie que c'est fini. Milka, vous avez le mot de... Oui, en fait, j'abonde totalement dans le sens de Didier, parce qu'effectivement, il faut commencer par passer à des choses concrètes. Et je crois que nous sommes, pour passer à des choses concrètes, il faut aussi que les gens comprennent. Voilà. Ça. Parce on peut pas. Et puis il faut proposer des choses. Il faut proposer. Parce que l'argent comme local... disait Marcus Garvey, organize. Il faut structurer. Oui. Et moi, j'ai fait suffisamment le tour de Martinique pour vous dire que je peux raconter une autre histoire que le chasseur. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est bien. Comme on est dans une démarche anthropologique, eh bien il faut, Dominique, on a clignoté, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête. mais elle va nous tirer les oreilles. Dominique, dites un petit mot. Le petit mot, en fait, c'est que... Alors, je pense en fait que il faut qu'on fasse attention lorsqu'on parle de la pratique. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai compulsé les archives. Nous n'avons jamais été en dehors de la pratique. D'accord? Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Et donc la deuxième chose, la théorie, c'est une... Je termine. Oui, non, mais tout à fait. La théorie, c'est de la pratique. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, ça sera pour une prochaine fois. Alors. Merci de nous brutaliser, cher Manuela. On remercie quand même la technique, on remercie Zouk TV, Manuela, et puis Manuela Monloup, et puis Monsieur Garnier. Et je voulais juste vous dire qu'on n'apaise pas une société en lui demandant d'être gentille et résiliente. Il faut la connaître rigoureusement, et il ne faut pas cacher l'histoire à ceux qui l'habitent et qui se sentent violentés par le fait que vous les faites disparaître sous des façons de fonctionner qui sont malhonnêtes au fond. Donc prenez cela en attendant. On continuera à vous parler de notre histoire, la vraie, et pour inclure tout le monde, sans rien, mais nous n'acceptons pas cette exclusion violente. Voilà, merci d'avoir été là et bonne soirée. Merci à vous tous les trois. Merci. Et puis prochainement, on recommencera si vous le demandez. Au revoir, à bientôt. Au revoir.